Tu ne peux être qu'aussi fort que ton lien le plus faible, que le maillon faible dans ton corps. Ce principe-là, dans l'entraînement, à chaque fois que je l'ai appliqué, j'ai progressé. J'ai arrêté de me blesser et j'ai progressé. Alors, la traduction que je t'en ai faite, parce que de base c'est une phrase en anglais, You're only as strong as your weakest link, elle est peut-être un peu foireuse, mais t'as compris l'idée. Si par exemple, ta colonne, admettons que c'était une chaîne, tu vois, chaque vertèbre c'est un maillon, tu ne pourras être aussi fort, par exemple en deadlift, que ton maillon le plus faible te le permettra. Donc, que tes vertèbres les plus faibles te le permettront, et les muscles qui les entourent évidemment, parce que c'est plus tes muscles qui font le travail que tes vertèbres. Je vais te donner quelques exemples pour te convaincre de ce principe, parce que moi il a été vraiment pivotal. C'était vraiment un des principes les plus importants au fait que je passe d'un intermédiaire plutôt fort, mais voilà, tu vois, genre qui passe, à quelqu'un quand même d'assez avancé vis-à-vis de mon âge, de mon poids, en fait, de mon statut naturel vis-à-vis de ce que je suis. Tu m'as vu en 1 mois et demi à peu près passer d'une dips à 125 kg, donc qui est déjà un niveau plutôt avancé, à une dips à 140 kg. Tu m'as vu aussi passer d'une overhead press à 80 kg à une overhead press à 100 kg en l'espace de 3 mois à peu près. Mon soulevé de terre, je ne l'ai pas entraîné pendant à peu près 6 mois, 5-6 mois. Et pourtant, tu m'as vu passer d'un soulevé de terre de 260 kg pour une rep à 257 kg pour 3 reps. La question qui peut se poser, c'est comment j'ai fait, tu vois. Je me suis pas chargé, donc comment j'ai fait. Bah avec la dips, tu auras remarqué que j'ai fait énormément de variantes avec de la résistance accommodante. J'ai fait beaucoup de slingshots, j'ai fait des dips à l'élastique, j'ai fait que ce genre de variante, j'ai fait du partiel haut. Et en fait, j'ai éliminé ma faiblesse, la faiblesse de lien, qui était la portion haute du mouvement. J'avais tout le temps tendance à grind et être incapable de grind sur le haut du mouvement à cause de deux choses. Un, une faiblesse de triceps, des triceps trop faibles vis-à-vis de ce que j'étais capable de mettre en bas de rep. Tu vois, j'avais une énorme explosivité en bas de rep, mais des triceps trop faibles pour lock. Et aussi une faiblesse des abaisseurs des scapulas, qui faisait que j'avais tendance à perdre mon positionnement et être du coup dans une position beaucoup moins forte pour pousser en haut de rep. Donc le fait d'avoir réglé ces deux problèmes-là à travers, comme je te l'ai dit, énormément de résistance accommodante qui m'a permis de mettre l'emphase sur les triceps et pas mal de travail de static hold et d'abaissement des scapulas au-dessus de ce que je fais en max lesté en dips, ça m'a permis du coup de taper mes deux maillons faibles sur le mouvement et par conséquence de progresser de manière radicale, c'est-à-dire que 15 kilos en 1 mois et quelques, c'est énorme. Je connais pas beaucoup d'athlètes naturels qui font ce genre de progression, que ce soit sur leur dip, sur leur bench, sur le squat ça peut arriver mais ça reste assez rare, donc voilà. Évidemment il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais celui-ci je pense que c'est vraiment le plus important. C'est un qu'il faut que tu prennes en compte, que tu appliques tout le temps dans ton entraînement. Ça peut être carrément un élément qui te débloque en fait ta phase intermédiaire, tu vois. Parce que aller chercher tes sticking points sur tous les mouvements et plus ou moins leur casser la gueule, tu vois. Évidemment, dans la mesure où c'est pertinent, parce que des fois, ton sticking point, il va être lié à autre chose qu'une faiblesse musculaire au point du sticking point en question. Ça peut être lié à un mauvais positionnement, une mauvaise technique. Par exemple, sur le deadlift, souvent les gens ont tendance à tirer un peu trop éloigné de leurs jambes, et du coup ils vont galérer au lockout, pas parce qu'ils sont trop faibles au niveau fessier, mais juste parce que la barre est tellement éloignée de leurs jambes quand ils arrivent au moment du lock, que bah ça passe pas, tu vois. Auquel cas, ils vont pouvoir blinder le partiel haut, sauf qu'en faisant le partiel haut, naturellement, la barre va être proche de leurs jambes dès le début, donc avec du rack pull en dessous du genou, au genou, ou même au-dessus du genou, ça va pas pour autant tant régler leurs problèmes que ça, que si ils apprenaient juste à tirer avec une meilleure position, par exemple en mettant leur hanche un peu plus bas ou un peu plus haut dès le début, et en collant vraiment la barre à leur tibia et à leur cuisse tout du long. Donc quand je te dis d'aller taper ton point faible, d'aller taper ton sticking point, ça veut pas forcément dire que d'un point de vue musculaire, que d'un point de vue d'utiliser de la pose au sticking point, de l'isométrie, la résistance accommodante, même si c'est des très bons outils. Donc la priorité, ça va être d'abord d'observer ta technique. Est-ce que ta technique est optimisée par rapport à ce que tu veux? Est-ce que elle est pertinente? Si c'est déjà le cas, et que du coup t'as pas forcément d'amélioration à faire, ou en tout cas que c'est pas la priorité de ce côté-là, c'est là où pour moi ça va être pertinent d'aller faire énormément de travail sur le sticking point. Donc je t'en ai cité quelques-uns, je t'ai cité la résistance accommodante pour aller chercher le haut du mouvement principalement. Donc ça fonctionne pour beaucoup de mouvements, tu vois, ça fonctionne pour le squat, c'est une faiblesse en haut, ce qui est quand même assez rare. Pour le deadlift, si t'as une faiblesse en haut, tu peux le faire avec des élastiques, voilà, ou avec du partiel, avec du rack pull, ça fonctionne très bien. Pour le bench, pareil, élastique, partiel. Pour l'overhead press, élastique, partiel. Pour la dips, élastique, partiel. Voilà, je ne vais pas me répéter sur tous les mouvements, mais c'est toujours une possibilité. Maintenant, au-delà du fait de modifier ton mouvement de base pour aller taper ton point faible et travailler ça, tu as un deuxième élément qui peut être de renforcer un muscle ou une structure
trop faible par rapport à ta force globale, la force de tes autres muscles sur le mouvement. Donc moi je m'explique. J'ai toujours eu un deadlift avec, en tout cas traditionnel, hein, deadlift conventionnel, avec une dominante plutôt au bas du dos, tu vois. Donc beaucoup d'érecteurs du rachis lombaire, ça m'a pas tant causé de problème que ça. Je me suis blessé au bas du dos, mais pas au deadlift, je me suis blessé au bas du dos avec une grosse extension lombaire justement, donc sur de l'overhead press et du squat high bar, sauf que cette blessure-là, elle m'a suivi derrière sur le deadlift et elle m'a empêché de progresser. Et en plus de ça, je renforçais tous les muscles pour le deadlift, donc je faisais les fessiers, les ischios, je faisais aussi un peu l'étroit avec des back extensions, ce genre de choses, mais j'allais jamais isoler vraiment mes lombaires pour les renforcer, aussi pour améliorer la santé de mes structures lombaires. Or, Jefferson Curl, mais pour moi le Jefferson Curl c'est pas la meilleure variante pour faire ça, parce que le Jefferson Curl, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, ça va dépendre de tes points faibles, ici niveau mobilité, mais ça va plus me taper les ischios et les fessiers que le bas du dos. Le bas du dos je le sens pas en fait, et juste je le sens se décompresser sur le bas du mouvement parce que j'ai une bonne mobilité, mais c'est à peu près tout, tu vois. Donc ce qui va me permettre justement de progresser, ce qui a fait que en entraînant pas le deadlift pendant 6 mois, j'ai quand même ajouté quand même pas mal de kilos, tu vois, que j'ai quand même progressé énormément. Mon ancien 10 RM, il me semble que c'était quelque chose comme 210 kilos, tu vois, que j'ai répété quand j'ai remis mon deadlift récemment. Puis j'ai passé 230 kilos x 10, tu vois. Pareil, PR plus 20 kilos sur le 10 RM, c'est absolument colossal. En touch and go, évidemment, avec une forme qui plairait pas aux powerlifters, mais c'est la même standardisation que j'avais avant. Donc si sur la même forme, j'ai progressé, même si toi la forme tu la trouves pas jolie, bah j'ai progressé, tu vois. Et ce que j'ai fait sur ces 6 mois, par contre, c'est que toutes les semaines, j'ai fait à peu près 2-3 séries de 4 Donc le 4 moi j'ai un énorme ressenti sur mes érecteurs du rachis, pas que lombaire, aussi thoracique et même au niveau de la nuque. Et du coup, j'ai renforcé et mes structures et mon réel point faible musculaire, c'est-à-dire le groupe musculaire en fait qui m'empêchait de pousser très fort sur le mouvement. J'ai fait quelques autres exos, un peu de rotation de buste, de side bend, etc. qui vont aider à solidifier tout ça, mais qui vont être moins importants au niveau musculaire, ça va être plus au niveau juste santé des structures, dressing, etc. que ça va être important. Et voilà le résultat. J'ai énormément progressé sur mon deadlift. Sur mon overhead press, on peut dire la même chose. Tout simplement, avant, je faisais toujours de l'overhead press classique, strict, en bas jusqu'en haut. Et la portion basse de mon mouvement était toujours extrêmement plus facile que la portion haute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à faire de l'overhead press avec des wraps. Les wraps, ça augmente l'explosivité que j'ai en bas, sauf que du coup ça me permet d'overload encore plus la portion haute. J'ai pas fait de partiel haut pour le coup, même si c'est un outil que j'aurais pu utiliser. J'ai fait de l'overhead press avec des élastiques en lesté délesté, qui pareil, encore une fois, mettent en emphase la portion haute. J'ai fait des variantes avec un grip beaucoup plus large, qui vont avoir tendance à recruter mes muscles de manière différente, avoir un angle articulaire différent. Ça, c'est juste pour éviter les blessures. Ça n'a pas tant eu d'effet, je pense, au niveau sticking point, mais ça reste vraiment pertinent et cool, tu vois. Donc voilà, pour ton maillon faible, toujours taffer le maillon faible. Vraiment, si tu appliques ce principe dans ton entraînement, quelle qu'en soit la méthode d'application, tu recevras toujours des bénéfices. Tu auras toujours moins de blessures, plus de progression. En plus, parce que c'est un petit truc que j'ai pas dit non plus, mais sur la phase dips, quand je faisais énormément de résistance accommodante, je faisais de l'isolation triceps quasiment tous les jours, vu que les triceps étaient mon facteur limitant, et évidemment que ça a énormément payé. Est-ce que pour autant, sur tous ces mouvements-là que je t'ai cités, ma courbe de résistance a vraiment changé? Est-ce que maintenant, par exemple sur l'overhead press, je grind moins en haut et plus en bas? Non ou pas tant que ça. Pourquoi? À vrai dire, je sais pas. Pour autant, je suis devenu meilleur à grind dans ces positions-là, et je suis devenu quand même meilleur à arriver dans ces positions-là. Donc, à vrai dire, peu importe. Cette logique, tu peux l'appliquer évidemment sur tout ce que je t'ai dit là, mais tu peux l'appliquer aussi sur un autre élément assez important si t'aimes la muscu, c'est l'aspect body justement. Ton physique, évidemment, si t'as des parties de ton corps qui sont vraiment surdéveloppées, on peut plus se fier à elles. Donc par exemple, si t'as des énormes épaules et que le reste de ton physique est un peu plus skinny, évidemment, t'as l'air plus massif que si t'avais un corps tout proportionné. Mais le fait d'aller taper tes points faibles, généralement, va aussi énormément payer au niveau esthétique. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'importe énormément, donc je le pratique pas tant dans mon entraînement, parce que je suis plutôt, comme je te le dis souvent, côté force que côté physique, parce que maintenant j'ai un physique qui me plaît, donc je me pose moins cette question, tu vois. Mais si c'est quelque chose que tu apprécies, toi, c'est complètement fine, ben sache que généralement, tu vas être limité, pareil, par tes points faibles. Donc si tu as des bras énormes et que tu as des petits pecs, des petites épaules et un petit dos, peut-être que isoler ces éléments-là, ça va être ce qui va être nécessaire. Pour la plupart des lifters qui font beaucoup de bench, beaucoup de traction, beaucoup de ce genre de choses, ou de tirage, etc., ce qui va plutôt payer, ça va être d'aller faire de l'isolation pour
les bras et les épaules, parce que c'est des éléments qui nécessitent plus d'être isolés. Pour autant, pour moi, les épaules, ça vient aussi d'un manque de pattern, d'un manque de travail des épaules sur des gros mouvements. Parce que généralement, t'as pas tant besoin de les isoler que ça, les épaules, si tu les taffes assez. Donc, arrêtez de rechigner à faire de l'overhead press, arrêtez de rechigner à faire de l'overhead press derrière la nuque. Voilà, tous ces mouvements-là, ils sont excellents. Faut arrêter d'en avoir peur ou de faire les chouineuses en mode ouais mais selon les études AEMG l'activation elle est pas parfaite par rapport à nanana, nanana. En pratique, les mecs naturels qui se construisent des grosses épaules, ils font tous ces mouvements-là. Alors les charger, c'est pas un bon exemple parce que les charger de toute façon, quoi qu'ils fassent, ça va fonctionner. D'autant plus que les épaules, c'est une zone à fort récepteur androgène, donc voilà, ça va fonctionner tout seul. Mais quand tu regardes les naturels qui arrivent pas à se construire de grosses épaules, c'est juste ceux qui passent leur temps à faire que de l'isolation, que des élévations latérales, des élévations arrière d'épaule, éventuellement des front raises, mais généralement ils en font même pas parce qu'on leur a dit que c'était pas la peine si tu faisais déjà du bench. Mais c'est pas des mecs qui vont te faire de la behind the neck press, de la behind the neck press assis avec une grosse stabilité, une grosse activation du milieu d'épaule et littéralement qui va faire grossir des épaules comme rien d'autre. Donc voilà, juste arrêtez d'écouter des études foireuses faites sur des toutes petites portions de parcelles on va dire cheptel. Cheptel normalement c'est pour les animaux, mais voilà on va dire la même chose. De participants, tu vois. Donc des fois, tu as 13 participants dans une étude, elle est quand même comptée comme valide. En plus, les activations AEMG, c'est vraiment pas parfait. Voilà. Fiez-vous à l'expérience des naturels qui font ça depuis des années. Les études, je suis pas contre, au contraire, je suis complètement pour. Ça me plaît énormément, mais généralement, elles vont juste confirmer, ou de temps en temps affirmer, mais c'est quand même assez rare, mais confirmer l'expérience qui est là depuis des années, voire des dizaines d'années, quand elles sont bien faites, voire des siècles pour certains exercices. Bon, je suis un peu sorti de l'objet de la vidéo, mais t'as bien compris. Quel autre exemple je pourrais te donner? Je pourrais te donner l'exemple du squat. Pareil, j'avais un bas du dos faible, je me suis mis à faire des variantes qui me permettaient de le sortir du mouvement. Pourquoi? Parce que si je continuais à le taffer, en fait, j'allais juste me blesser, tu vois. J'avais déjà des petits trucs, des petites gênes que je traînais, donc ça servait à rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais du squat high bar, du squat sur box et plein de variantes de ces squats-là, éventuellement des archer squat. En attendant, j'ai fait mon 4 co, etc. Et depuis, j'ai une énorme progression au squat, sans vraiment en faire pareil sur les 5-6 mois précédents. Et ce que je te dis là, ça fonctionne avec tous les mecs que je coach, tu vois. Tous les mecs que j'entraîne, tous les natis un peu forts que je connais à haut niveau, ce principe-là, c'est un truc qui les suit dans leur entraînement et qui leur a permis d'évoluer. C'est pour ça que je te le recommande aussi fortement. Voilà, j'espère que tu auras eu pas mal de value avec cette vidéo, mon ami. Maintenant, moi je te souhaite une excellente journée. Si tu veux plus de value, tu as la newsletter. Souvent, les vidéos comme ça, celle-ci, non. Mais généralement, quand j'ai un propos structuré comme ça à te donner sur l'entraînement, ce qui est tout le temps le cas, ça vient d'abord d'un article de la newsletter. Donc si tu as envie d'avoir ces idées-là à l'écrit, que tu puisses prendre tes notes, etc., n'hésite pas à aller t'abonner. Tu as aussi une option de payant si tu veux me soutenir, pas du tout obligatoire. Et si tu veux du coaching, tu as aussi mon lien en description. Passe une excellente journée mon gros, à la prochaine.